commence par me présenter. Rudy Hook, je suis cofondateur de Blue Griot. Blue Griot, on conçoit, on fabrique des objets connectés. Ça se passe à Los, on est 17 personnes et ça regroupe beaucoup de métiers. Vous le savez peut-être si vous travaillez dans le hardware, entre autres. Ça nécessite des gens qui savent faire des cartes électroniques, des gens qui savent faire du design produit, de la mécanique, qu'on puisse au final développer du logiciel embarqué et des logiciels applicatifs pour aboutir à un objet qui fonctionne, qu'on peut certifier, marquer CE et qu'on peut commercialiser. C'est tout ça qu'on fait chez Blue Griot depuis maintenant bientôt 8 ans. Voilà, pour Blue Griot. Et voilà. Et donc moi c'est Nicolas Quillier, je suis le fondateur de l'agence digitale Walk-in. Donc on a fêté nos 21 ans il y a quelques jours et la mission de Walk-in c'est d'accompagner les marques, les entreprises et les startups dans leur communication digitale, dans leur stratégie digitale. C'est de faire en sorte de faire évoluer l'entreprise avec des outils digitaux, donc site web, applications mobiles, plateformes SaaS, réseaux sociaux, stratégie. Voilà, avec une équipe de 20 personnes, dont une partie est représentée ici. Merci d'être présent aujourd'hui. Et donc, on a dans les équipes des designers, des chefs de projet, des consultants, des développeurs, front, back. Donc, toute une équipe de 20 personnes pour prendre en charge à peu près tous les projets digitaux possibles pour nos clients. Voilà ce qu'on fait chez Walk-in. Et donc avec Nicolas, on se balade depuis maintenant 3-4 années ensemble au CES de Las Vegas avec plutôt une partie expertise hardware de mon côté et software de ton côté. Ah, du coup, on ne va pas raconter nos vacances. C'est pas ça le but. Aujourd'hui, on va parler du CES de Las Vegas. C'est 4 jours intenses. C'est la 7e fois pour moi. J'ai commencé en 2016 en exposant avec Eram à l'époque. On avait fait une chaussure connectée. Et c'était les débuts de la délégation française au CES. C'est de très bons souvenirs. Et depuis, je n'ai pas lâché le rendez-vous. Et pour toi, Nico? Pour moi, donc 4 fois au CES, toujours en visiteur, toujours avec Rudy, avec pour la première fois une grande claque dans la découverte de ce salon et l'expérience que ça provoque d'aller aux États-Unis pour s'immerger dans l'innovation technologique. Et puis les 3 fois d'après, juste pour une piqûre de rappel qui est nécessaire, en fait, permanente. Ça devient une passion quasiment, hein, voilà, d'arpenter ce salon, de marcher des dizaines de milliers de pas tous les jours. Ouais, et on voit sur les vidéos un petit peu ce qui se passe. Effectivement, on va voir quelques chiffres. J'ai pas refait le calcul, j'ai pas affiché le calcul cette année, mais en fonction du nombre d'exposants et donc de stands et du nombre d'heures qu'on a disponibles sur l'ouverture du salon, il était possible de faire tous les stands à raison d'y passer 22 secondes par stand. Donc autant vous dire que quand on passe 1 heure sur celui de Samsung, on sait qu'on en rate un paquet. Donc on n'a pas la prétention de vous montrer tout ce qui s'est passé au CES, mais surtout ce qu'on en a retenu, nous. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, on a fait des petites capsules vidéo chaque soir. On montait les vidéos qu'on voyait dans la journée. Avec Nicolas, on faisait un petit retour d'expérience rapide et on avait partagé ça sur les réseaux. Ce qu'on avait fait également, alors on sait que ce n'est pas le sujet, j'ai compris, mais pour Vivatech, pour Viva Technologies, qu'on compare souvent au CES en disant que c'est le CES européen. Alors, si on compare en nombre de visiteurs, effectivement, on n'est pas loin puisque on se balade autour des 150 000 visiteurs pour Vivatech, et y compris pour le CES. En revanche, c'est quand même pas du tout la même chose. C'est pas à Vivatech qu'on voit Samsung qui annonce sa nouvelle télé, ou LG, ou même des annonces énormes sur l'intelligence artificielle comme a pu le faire Nvidia, et on va le voir. C'est pas comme ça à Vivatech, et c'est encore différent pour nous. C'est des rendez-vous qui se complètent. Oui, et puis c'est pas le même marché pour organiser aussi les stands avec Viva Technologies cette année. Quand on va à Viva Technologies, on voit bien qu'il y a une culture européenne qui est très très forte. Et quand vous arrivez au CES de Las Vegas, vous n'êtes pas sur les mêmes cultures, vous n'êtes pas sur les mêmes marchés, vous n'êtes pas sur les mêmes réflexes ni les mêmes technologies. Et pas sur la même ampleur de salon non plus, puisque si j'affiche un petit peu quelques chiffres, comme promis, je me suis embêté à faire le plan à l'échelle, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est Porte de Versailles, hein, il me semble, Vivatech, et puis là c'est uniquement une partie. Ça, c'est un quart, ouais, à droite en bleu, c'est juste un quart
du CES, puisque les 3/4 se passent dans toute la ville. Donc là, c'est un lieu seulement, et on voit déjà, c'est 3 fois, 4 fois le petit salon Vivatech parisien. Quand on y va et qu'on se dit est-ce qu'on fait le West Hall ou le South Hall, on sait que la décision elle est importante parce qu'il y a 1 heure de marche. Donc voilà. Voilà. Ouais, donc c'est 200 000 mètres carrés, c'est énorme. Moi, je les ai sentis. C'est quasi 150 000 visiteurs, c'est une constante. 6 000 journalistes, ça c'est vraiment impressionnant. On en croise partout, tout le temps, quand on se balade. Beaucoup de médias français sont présents, mais de tous les pays, puisqu'il y a 150 pays représentés. Donc vraiment, le monde se donne rendez-vous à Vegas pendant une semaine, pendant 4 jours, pour parler technologie. Et d'ailleurs, cette année, il y avait deux journalistes supplémentaires. Alors, on n'est pas journaliste, mais on a été médias cette année, grâce au reportage qu'on avait fait l'an dernier. Il faut montrer ça à l'équipe du CES qui analyse et qui nous donne le droit. Effectivement, cette année, on a eu des passes médias qui nous ont donné accès. Donc 6002 journalistes médias. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Allez. Plusieurs thématiques. Comme on n'a pas pu tout voir, nous, Mathieu, n'hésite pas non plus. Toi, tu étais beaucoup sur les stands Hauts-de-France, Pavillon France et autres. Mais tu t'es baladé aussi, donc n'hésite pas à compléter ce que tu as pu découvrir. On va traîner exactement sur les mêmes stands, donc on sera vraiment complémentaires dans l'analyse, je pense. Ouais. Exactement. Ok. On va pas pouvoir tout faire. Non. Alors retenez-les. Et si au bout d'1 heure, il y en a que vous voulez absolument voir et qu'on n'a pas fait, interpellez-nous. Je pense qu'il va y avoir la curiosité sur certaines catégories quand même, qui étaient tu penses à Cars par exemple. Par exemple, mobilité douce. Tech aussi, c'est pas mal. Peut-être, on ne sait pas. Ok, toutes celles qu'on a travaillées, mais on commence par l'incontournable IA. Et c'est même avant l'ouverture du salon, puisque c'est la veille. C'est réservé aux médias en grande partie. C'est la keynote d'ouverture du CES. Chaque année, c'est un énorme nom. Cette année, c'est NVIDIA. Pour pouvoir faire cette keynote, il faut avoir des grosses présentations, des grosses annonces à faire. Et on n'est pas en reste. On vous met juste un petit aperçu de l'ambiance. Donc juste en introduction, les keynotes, ça se fait pas dans une salle de conférence ou un amphithéâtre. Ça se fait dans une salle de concert, l'équivalente Bercy en France par exemple. Donc c'est une salle énorme de spectacle remplie pour venir applaudir le patron d'une boîte tech. Donc c'est assez impressionnant parce que c'est comme les keynotes d'Apple, mais là, en l'occurrence, pour NVIDIA, pour présenter des puces électroniques, des chipsets. Tu dis ça comme si c'était nul. Ils font des puces, les gars. Et ils font des puces, quoi. Et ils remplissent des stades. Et voilà à quoi ça ressemble quand on arrive dans ce stade. C'est l'entrée sur scène de Jensen Huang, qui est mal orthographiée d'ailleurs, je crois. Welcome to the stage, NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang. Welcome to CES! C'est à l'américaine. Are you excited to be in Las Vegas? Il parle anglais d'ailleurs. Do you like my jacket? Beaucoup de blagues aussi sur les keynotes et les conférences. Ouais, c'était ça la grosse annonce, donc la veste. Sa veste. Et ensuite, il a parlé de 2-3 trucs quand même. 4 même exactement. 4 grosses annonces. Il y en a une, alors j'aurais pas cru parler de ça un jour. C'est pas des lunettes. Hein. Parce que je suis pas du tout jeu vidéo, je m'y connais pas vraiment en carte graphique. Mais là, je suis resté quand même les yeux comme ça sur l'annonce de la RTX Blackwell. Alors, ça sert à faire du jeu vidéo, mais pas que. Mais la grosse annonce, en fait, c'est une nouvelle manière de le faire, puisque aujourd'hui, en fait, la carte graphique, elle va faire du rendu graphique en temps réel. Et ils y ont mis toute une stack IA à l'intérieur. C'est du hardware, avec un modèle d'IA. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est capable de générer des images avec de l'IA. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, avec des nouvelles techno de développement de jeux vidéo, on peut développer des jeux vidéo en beaucoup plus basse résolution. Et la carte graphique, elle, à la volée, elle va générer les pixels manquants pour atteindre une résolution de 4K, par exemple. Et donc, ça se fait en temps réel, ce qui demande beaucoup moins de puissance de calcul au reste de la carte. Et sur les petites images qu'on voit passer, ils expliquent que voilà, avant, après, ils utilisaient 46 mégas de mémoire pour rendre un truc comme ça. Et aujourd'hui, ils n'en utilisent que 16 grâce à l'IA embarquée. Et il y a un gros travail qui a été fait sur les ombres, notamment. Il a parlé énormément de ça pendant son... Je ne suis pas suffisamment expert sur les ombres dans les rendus 3D, mais il paraît que c'est un gros taf.
Ouais. Et ça, du coup, c'est applicable forcément sur une carte graphique. Ce sont des puces qui sont utilisées pour les jeux vidéo, mais retenez l'évolution, l'intégration de l'IA là-dedans, parce qu'en fait, ça va être utilisé pour complètement autre chose. Ok, une autre. Bon, et puis comme c'est le CES, quand même, ils annoncent des produits qui sont commercialisés. C'est le Consumer Electronic Show. Et donc, ils annoncent les prix, la date de sortie, etc. Ensuite, on a deux grosses annonces qui sont NVIDIA Cosmos et NVIDIA Omniverse. NVIDIA Cosmos, c'est vous avez tous testé ChatGPT ou un autre et de pouvoir prompter et avec l'IA générative pouvoir avoir un rendu texte, image ou même vidéo sur ce que vous allez demander à l'IA. NVIDIA Cosmos, ils font un nouveau modèle d'IA qui rentre disponible dans lequel ils ont intégré, grâce à un apprentissage sur une vingtaine de millions d'heures de vidéos, la physique du monde réel. C'est-à-dire que là, ils ont intégré la compréhension de la gravité, des frottements, du mouvement, de la géométrie et même de la permanence des objets. Donc c'est le fait que lorsqu'un objet sort du champ de vision de la caméra, l'IA sait toujours à peu près ce qui se passe parce qu'il a sa vitesse de déplacement initiale, il a les frottements, etc. Et donc il sait comment il va évoluer dans le temps. Et donc ça, c'est un énorme gap puisque ils font une petite démo où il prompte et il va dire écoutez, moi je voudrais un entrepôt parce que c'est mon business et dedans je veux des racks qui sont situés là, mon sol c'est du béton, les machines qui passent c'est de tel type, mes cartons ils pèsent entre 2 kg et 5 kg. Et dans etc. tout ce qu'on voit là, il n'y a aucune image réelle. C'est que de l'image générée par la carte graphique et le programme. C'était vraiment le fil conducteur en fait du CES. Si on reprend de tout ce qui est l'IA au service de l'anticipation, vraiment s'il y a un truc à retenir, c'est ça. C'est comment l'IA elle anticipe tout dans votre vie personnelle, professionnelle, etc. Votre quotidien, c'était vraiment le fil conducteur. Ce qui est énorme avec ça aussi, c'est qu'ils viennent y linker quelque chose qu'ils appellent Omniverse. C'est pas le multiverse, c'est l'Omniverse. Et avec ça, c'est un outil de simulation qui va se baser aussi sur le nouveau modèle d'IA qu'ils ont, qui comprend le monde réel, en se disant, je vais générer une vidéo avec un prompt, et ensuite, je vais demander à Omniverse d'en générer 1 million pour entraîner un modèle d'IA qui m'est propre. Et donc, en fait, ça va faire plein de variations possibles, du style tous les parcours que peuvent faire les forklifts, qu'est-ce qui se passe s'il y a un carton qui tombe, qu'est-ce que ça engendre, etc. Et ça génère tout ça, mais c'est de manière vraiment simulée, pour éviter à devoir faire une énorme acquisition de data, du labeling et de pouvoir enregistrer ou entraîner un modèle d'IA nous-mêmes, c'est énormément de travail. Là, ils accélèrent avec Cosmos lié à Omniverse, et ça, c'est des produits et des services qui rendent disponibles aujourd'hui aussi. Ils ont parlé de consommation un peu électrique, parce que ça coûte un petit peu quand même le stockage. Non, ça ne consomme rien du tout, ça. Ouais. Non, évidemment, c'est un gros sujet. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, avec les annonces de Trump On en parlera après. sur le Stargate, on revient un petit peu dessus. Ok, on a ça, c'est appliqué Cosmos et Omniverse aux voitures. Il y a une ça va annonce. être appliqué à 2 cas d'usage en fait principaux, puisque vous l'avez compris, les jeux vidéo c'était le métier original d'NVIDIA. Là aujourd'hui, c'est plus du tout un acteur, c'est un acteur majeur des jeux vidéo, mais plus du tout seulement. Là, la voiture autonome, quand on va aux États-Unis, que ce soit San Francisco ou Las Vegas, on en voit partout des voitures autonomes. La réglementation en Europe ne permet pas d'avoir ce niveau d'autonomie encore, mais aux États-Unis, ils y sont passés sans problème. Pour que cette voiture autonome elle soit sécurisée et sans risque, il faut énormément d'intelligence. C'est NVIDIA qui fournit l'intégralité de l'intelligence artificielle et du hardware dans ces véhicules. Et on voit l'application là, de Cosmos direct dans cette voiture, c'est-à-dire que l'intégralité de l'environnement est recréée en fait par l'intelligence artificielle de ces puces graphiques, ce qui permet en fait à la voiture de voir en fait réellement, d'anticiper, d'imaginer, de prévoir. Et tout ça, encore une fois, ce sont des simulations qui sont faites en permanence et qui permettent l'apprentissage permanent de la voiture dans toutes les situations, l'été, l'hiver, en ville, à la campagne. Et tout ça, c'est recréé en fait en permanence par la carte graphique qui va proposer des scénarios et qui va rendre la voiture encore plus intelligente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, NVIDIA, ils vendent des cartes graphiques et ils vendent ce produit-là qui est en train de montrer Jensen Huang. C'est un produit qui est à destination plutôt des industriels et dans le secteur de l'automotive essentiellement. C'est que
il annonce ça comme étant un nouveau Raspberry, si vous voulez, ou un Arduino, puisque c'est une carte avec toute l'IA intégrée à l'intérieur, encore une fois NVIDIA avec les modèles. Il y a, je ne sais plus, 16 entrées caméra, 4 entrées radar et 2 entrées lidar. Et donc il y a juste à les plugger, ceux du marché qui sont compatibles, il y a une liste. Et ensuite, le travail de cette carte, c'est de dire, OK, j'ai identifié un objet, est-ce que tu peux me donner sa trajectoire? Et en fait, il va donner un score de prédiction de la trajectoire d'un objet en particulier, d'un piéton, d'une voiture ou autre chose. Et donc, ça mâche le travail. En fait, on développe une voiture ou un robot autour de ce produit-là qui est en production et qui est disponible. Donc, c'est aussi une grosse annonce qui a été faite pendant cette keynote. Et du coup, la deuxième grosse application, vous l'avez compris, après les voitures, c'est les robots. Donc ils ont annoncé et sorti leur robot, Isaac. Et ils l'ont présenté sur scène et expliqué le fonctionnement. Isaac est équipé de l'intégralité de la technologie NVIDIA. Et ça en fait donc des robots humanoïdes encore plus performants que ce qu'on avait pu voir l'année dernière. On était déjà bluffés parce qu'on avait vu l'année dernière. Là, on a vraiment des robots comme la voiture, quasiment autonomes. Alors, on ne parle pas encore d'intelligence totale. Ça reste de l'intelligence générative qui va récupérer de l'information pour la traiter et l'améliorer. Mais on commence à s'approcher de robots qui prennent des décisions, qui changent d'avis au moment en fonction de l'environnement, qui proposent des choses qui n'étaient pas prévues. C'est assez bluffant et c'est surtout des robots qui viennent remplacer l'humain dans des tâches mécaniques, techniques, complexes, lourdes. Et donc ça remplace complètement le geste même de l'humain. On voyait les robots bras dans les usines. Aucun humain n'a un bras comme le robot d'une usine. Là, ce sont vraiment des robots humanoïdes qui étaient présents et qui montraient leur capacité. Moi, j'ai eu l'impression par rapport aux éditions précédentes qu'il s'est passé un truc, il y a une forme de bascule. Les éditions précédentes, on voyait des robots, on essayait de mettre de l'intelligence dans le robot. Et en fait, la technologie IA a tellement évolué, notamment avec les puces, qu'aujourd'hui, on est en capacité d'intégrer, le soft du robot est plus important que le hard du robot. En fait, si tu veux, je suis assez d'accord avec ça. Là, ce qu'on entendait aussi beaucoup et ce qu'on partageait nous aussi avec Nicolas, c'est qu'il y avait écrit IA partout et qu'à chaque fois on se demandait est-ce que c'est bullshit? Est-ce que derrière tu as un pauvre algorithme? Est-ce que c'est vraiment de l'IA? Et aujourd'hui, tu n'as même plus à te poser cette question parce que c'est accessible, tu peux faire toi-même, tu peux travailler dessus. Et effectivement, le hardware, le robot, là, sur la scène, il montrait un paquet de robots qui sont compatibles. En fait, il était même presque, je trouve, à ce moment-là, un peu ému d'annoncer ce truc-là et impressionné lui-même. C'est que ces robots qui sont des robots humanoïdes et qui, à un moment donné, reproduisent un geste qui est très proche de ce que fait l'humain, Cosmos et Omniverse, ils proposent ici, en une centaine de prises virtuelles, en filmant un humain, en faisant un geste sur une chaîne d'assemblage. On le voit là, par exemple. Voilà, en fait, avec un Apple Vision Pro, là, il se dit, je répète une centaine de fois, donc ça là, suffit elle pour forme entraîner le robot, modèle. en fait. Elle forme le robot, et puis le robot va répéter. En 100 fois, ça forme le modèle parce qu'après, il y a encore une fois Omniverse qui va générer 1 milliard de cas d'usage différents pour entraîner un modèle particulier. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre business, demain, vous avez ne serait-ce que même un bras robotisé, comme ceux que font Niro dans le coin. Et bien, celui-ci, on peut l'entraîner et faire un modèle d'IA seulement sur une centaine de prises. Donc c'est ça la révolution. Omniverse, il le présente vraiment comme le chaînon manquant dans l'application de l'IA, notamment en robotique et voiture. Parce qu'avant, il fallait fournir des milliards de data, donc ce qu'on appelle un dataset qui était déjà fourni, qu'il fallait créer, que l'humain devait créer. Là, en fait, Omniverse permet de créer ce dataset en fait, automatiquement, sans intervention. Et là, c'est vraiment une évolution dingue en un an de temps. On a vu vraiment la différence. Ça n'existait pas il y a un an, ça n'a pas été présenté, même personne n'en avait parlé. Et là, au bout d'un an, on a ça qui arrive et c'est bluffant, quoi. Et tout ce qui présente les puces, c'est environ 20 fois supérieur en puissance de calcul par rapport aux puces qui sont intégrées dans les véhicules autonomes d'aujourd'hui les plus évolués. Donc, et on n'est pas sur du test, c'est de la prod là. C'est pas des choses qui arriveront dans 5 ans, c'est de la prod qui fonctionne. Donc il méritait d'être sur scène avec toutes ces annonces pour la keynote. On n'a même pas encore démarré le salon et nous on en a déjà pris plein les yeux. Il méritait d'être sur scène. On regardait avec Nicolas un petit peu juste le cours de la bourse d'NVIDIA. Oui, c'est quoi Nvidia quoi. Il y a, encore une fois, quand on est geek et qu'on joue aux jeux vidéo comme moi depuis quelques années, on connaît parce qu'on a acheté des cartes graphiques haute performance pour faire tourner Counter-Strike ou d'autres jeux. Mais en fait, depuis 5 ans, c'est plus du tout ça Nvidia. Nvidia, jusqu'à il y a 2 jours, c'était juste l'entreprise la plus capitalisée au monde.
Voilà. Devant Google, devant Apple, devant toutes ces boîtes. C'était la plus grosse boîte du monde en termes de valorisation boursière. Je dis donc... Jusqu'à 2 jours. Jusqu'à il y a 2 jours, puisqu'il y a 2 jours, il y a la Chine qui a annoncé le fonctionnement de DeepSeek. On en a parlé à l'agence. Et ça a eu un retentissement assez dingue sur la bourse et sur la valorisation de Nvidia. Tout simplement pourquoi ? Parce que là où Nvidia explique qu'un modèle d'intelligence artificielle nécessite environ 20 000 puces pour fonctionner vraiment fortement bien, DeepSeek dit bah non, moi j'ai réussi à le faire avec 2000 puces, avec 10 fois moins, et c'est plus performant que ton truc. Et là, bah forcément, ça pose question. L'invest total, il est inférieur à 20 millions. Je crois que c'est autour de 5 millions d'euros. Ça divise par 10 les investissements pour faire la même chose que Nvidia avec ses modèles d'intelligence. Alors, ce sont des annonces, c'est du show, hein, c'est de la politique aussi, puisque on a Trump une semaine avant qui annonce 500 milliards d'investissements dans l'IA. Donc forcément, la Chine devait répondre, et voilà leur réponse. En revanche, elle n'a pas répondu pendant le CES. Moi, j'étais un peu choqué, entre guillemets, du manque de présence sur la partie IA. On les a sentis un peu en retrait sur des petits trucs. C'était plutôt la foire fouille avec la Chine. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui m'a... Ouais, bah, en fait, avec Rudy, on l'a déjà analysé, constaté. Ça, c'est clairement, encore une fois, c'est de l'espionnage industriel qui est évité, tout simplement. Hein. Les Chinois qui vont au CES, ils vont regarder ce qui se passe, mais ils ne vont pas montrer ce qu'ils font. Et inversement, je pense qu'il y a... la délégation, elle n'est pas vraiment visible, en fait. Hein. Non, pas visible. Okay. Contrairement, comme tu le disais, à la Corée du Sud, mais qui n'a rien à voir avec la Chine, mais si on parle d'Asie, la Corée du Sud, qui, elle, était très, très présente. Donc voilà, ces annonces-là, ça a aussi un impact direct. Hein, c'est 600 milliards de capitalisation en quelques heures qui sont tombés chez Nvidia. N'hésitez pas à les tester. Hein. DeepSeek, quand je fais des confs IA, je dis souvent, n'hésitez pas à tester et à l'utiliser vous-même. C'est gratuit, vous avez un compte Google, vous le lancez, et vous pouvez le tester. C'est même dispo en français. C'est moins performant que si vous le faites en anglais, mais c'est dispo en français. Donc n'hésitez pas à tester, à vous faire votre avis. Et c'est open source, ouais, incroyable. Alors, Chine et open source, moi j'ai quand même un peu du mal pour le moment à... Voilà. Tout à fait. Après, il faut lire tout le code. Je ne suis pas sûr que tout le monde les... Voilà. On n'a pas encore compris complètement l'intérêt de DeepSeek, hein, mais enfin l'intérêt caché de DeepSeek. Donc ça, cet impact-là, bon après il faut relativiser parce que quand on dézoome sur la courbe, quand même, voilà, les 600 milliards, bon, ça les a ébranlés, mais ça les a pas mis au tapis. De toute façon, tout le monde était d'accord pour dire que s'il y avait une bulle autour de Nvidia sur la valorisation, voilà, bon, là ça se régule et puis ça va remonter. De toute façon, j'y connais rien en bourse, moi. Donc. Ok. Alors on passe à autre chose que tu connais peut-être. Alors c'est pas une thématique qui fait rêver de prime abord, sauf Gauthier, certainement, dans l'équipe, sont les télés. Parce que c'est une énorme présence à chaque fois des gens qui font du téléviseur, qui sont présents sur le CES comme LG, comme Samsung, comme Hisense, qui vont présenter des nouveaux téléviseurs. Comme les plus gros stands, c'est les plus visibles en fait. C'est ça. Historiquement sur le CES, c'était la guerre vraiment entre ces gros stands de télé. Et cette année, l'an dernier, ça pouvait être les écrans transparents. L'an d'avant, c'était peut-être les écrans pliables, etc. Cette année, c'est plus une tendance autour de ce qu'avait fait Samsung avec une TV qu'ils avaient sortie qui s'appelait The Frame. Et en fait, The Frame, c'est vraiment comment faire en sorte que la télé qui est au mur, c'est plus une télé ou un écran noir lorsque c'est éteint, mais ça s'intègre vraiment dans la maison comme étant presque une œuvre d'art, puisque en veille, ils ont travaillé sur un écran mat, sans reflet, avec quelque chose de très particulier qui permet d'afficher les tableaux. C'était la promesse de The Frame, et ça a quand même été les seuls à le faire pendant un moment. Et alors là, c'est une grosse mode sur le salon, tous les fabricants s'y mettent parce que alors, ça a fait un tabac, en fait. La Frame, ils en ont vendu énormément et là, ça va marcher. Il y a quand même une innovation dont tu peux parler qui est technologique sur la partie wireless, quand même. Oui, alors, effectivement, là, ils annoncent donc une nouvelle Frame qui est totalement wireless. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, vous savez, sur votre télé, on y branche des trucs. On va y brancher le décodeur, on va y brancher, je mettais quelques exemples, là, un câble TNT si vous en avez un, une console de jeu, un home cinéma ou tout ça. En fait, c'est des câbles qu'on vient mettre sur le boîtier. Et si le boîtier
il est dans la télé ou à côté de la télé, eh ben, c'est pas très propre si on veut afficher un cadre au mur. Et donc en fait là, tout est en wireless, c'est-à-dire que tout votre matériel, vous le branchez sur la box, la One Connect, et le cadre qui est au mur, il nécessite uniquement une prise de 120. Ouais, il faut quand même un câble 220. Ça, c'est... Il y a de l'énergie. Les Ouais, il y départs, si avait t'es des sans fil, c'est pas télés, encore, des télés rechargeables aussi. Ouais, on a mais vu là, on n'a aussi pas des compris télé- non plus l'autonomie, c'était pas évident, mais c'est vrai que l'univers de la télévision, enfin du chez-soi, était fortement représenté. Ouais, mais là, on est sur, en tout cas sur le frame, une grosse tendance. Tout Ouais. le monde s'y met et on le voit partout dans le. Ça, on y c'est a- la techno, mais comme tu disais, vraiment ce qui est étonnant cette année, ce qu'on a vu, qu'on ne voyait pas avant, c'est l'usage de ces écrans qui sont là pour ne plus être des télés et être vraiment comme tu disais, des fenêtres sur l'art. Et ça, c'est pas bullshit parce qu'il y a vraiment 3 grosses marques qui proposent leurs 3 produits autour de ça, avec des accords forts, avec des musées, notamment Ah ouais. le MoMA. Donc pour avoir vraiment la représentation fidèle de l'œuvre d'art dans son salon. Donc c'est une vraie tendance. Là vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé en un an de temps sur l'usage. The Frame, c'était un test, un essai. Là, ils s'y sont tous mis, c'est vraiment rentré dans le quotidien. Après, la question qu'on peut se poser, et c'est toujours la même question, on va essayer de se la poser de temps en temps, mais pas tout le temps, c'est quand même l'électricité. Dire avoir une télé allumée en permanence dans son salon avec la lumière que ça diffuse, avec l'électricité que ça consomme, est-ce que c'est vraiment utile plutôt que d'avoir une œuvre d'art chez soi? Bah alors tout le monde ne peut pas avoir une œuvre d'art chez soi, et puis surtout il y a des alternatives qu'on Ouais. va voir juste après. Ouais, après, excuse-moi, j'ai décalé la slide, elle arrive Ok. dans 2 slides. Pas de Excuse, problème. j'ai cassé ta transition. Non, donc après, ce qu'on voit au-delà de la frame, c'est les gros stands sur la TV, c'est LG, c'est Samsung. Et pour commencer par LG, eux, c'est un super acteur du CES de Las Vegas. Ils font même du teasing. Hein. La veille, on reçoit ce genre de vidéos sur notre fil. Ils font des grosses vidéos, des grosses prods pour annoncer leur présence. Quand on arrive sur leur stand, ça ressemble à ça. C'est énormissime. Comme d'habitude, ils ont encore mis 10 000 écrans 8K motorisés. Il y a des expériences, c'est des murs d'écrans. Mais en même temps, les écrans, on les retrouve partout. On les retrouve sur les écrans transparents parce qu'aujourd'hui, ils veulent faire des vitrines dans les magasins avec des écrans transparents. Donc ça, c'est du micro LED. Ils atteignent des tailles de plus en plus importantes. Et ça, on peut dire ça sert à rien, mais ils l'affichent, eux, comme étant un gap techno. Pour la première fois, ils savent faire du micro LED en prod et non plus en labo sur du 163 pouces. Donc c'est monumental. Il y a toujours les écrans courbes. Et puis, il y a les écrans qu'on va retrouver dans les voitures, en fait. Donc il y a un gros sujet sur le screen parce qu'il y en a partout. Je passe à Samsung, sauf si vous avez un truc à rajouter. Quand on arrive sur Samsung, c'est l'IA pour tous. C'est voilà, le slogan qu'on annonce ici. Samsung, c'était que la télé, ou quasiment que la télé, il y a encore une petite dizaine d'années. Aujourd'hui, ils mettent en avant 3 grandes thématiques. Donc, il y a Save the Planet, Save Your Energy, Take Care of Your Loved Ones. Ça, c'est vraiment un nouveau truc. Et il y a la sécurité. Et le deuxième, je ne sais plus ce que c'était, on va le revoir passer. Il y en a 4 du coup. Ouais, la sécurité, le easy use, alors forcément, la facilité d'usage. Et en fait, maintenant, sur le stand de Samsung, c'est représenté comme sur celui de LG d'ailleurs, comme une maison. Et on est vraiment dans l'objet connecté. Le smart home, c'est plus seulement les écrans. Et donc, il y a un gros sujet autour de la sécurité. Il y a des boosts complets autour de la sécurité en disant vos données, elles sont protégées. Il y a vraiment un axe cybersécu autour de ça. Et on va retrouver différentes pièces de la maison. C'est ça le. Sécurité physique aussi, parce que tu parles de la sécurité Des par données. rapport au cloud, des données. Oui, alors c'est vrai qu'ils en parlent. Mais après, tout ce qu'il y avait autour dans l'environnement, moi j'ai été quand même frappé par ces petites boîtes qui viennent du monde entier, qui garantissent de la sécurité des enfants, de ton domicile. Enfin, on voit que c'est vraiment un thème récurrent. Ouais, c'est ça. On voit d'ailleurs sur la petite vidéo, Take Care of Your Loved Ones, c'est les enfants, leur santé, leur bien-être, mais aussi les animaux. Il y a vraiment de la pet care. Il y en a de partout. On a vu combien de litières connectées. C'était le magnifique. truc, on n'en pouvait plus, quoi. Non, et c'était. Donc il y a effectivement prendre soin de tout le monde à la maison et partout parce qu'on les voit aussi. Sur Dans oui, dans ils le B2B. appliquent l'ensemble. En fait, Samsung
Principalement, on les connaît pour les télés, mais en fait, pour les télés, les lave-linges, lave-vaisselle, voilà, ils ont plein de produits. Mais là, vraiment, ce qu'ils mettent en avant, comme tu disais, c'est tous les objets connectés disponibles pour la maison, pour rendre la maison plus sûre, pour rendre la maison plus sécurisée, pour rendre la maison plus propre, pour rendre la maison plus éclairée. Et ils proposent une gamme d'objets connectés impressionnante. Vraiment, tout est connecté avec Samsung, mais avec toutes les marques. En gros, ils sont tous concurrents, ils proposent à peu près tous les mêmes produits. Et là, ils mettaient en avant sur la partie droite là, de la vidéo un magasin. Parce que c'est la première fois qu'on voit une application. Généralement, c'est vraiment appliqué aux consommateurs. On voit un bateau aussi, parce qu'on peut connecter tout son bateau si on a un bateau. C'était le mien? Non, c'était pas le mien. Et le magasin surtout, voilà. Et le magasin avec des rayons, des produits. Et donc là, ils vont connecter l'intégralité d'un magasin, un peu comme on avait eu l'annonce il y a quelques années avant le Covid de Amazon Go. Amazon qui avait lancé ses magasins connectés quasiment autonomes. Bah voilà, aujourd'hui, des marques comme Samsung proposent à n'importe quel magasin de s'équiper comme à la maison avec l'ensemble de ces outils et surtout d'avoir des tableaux de bord. On le voit, c'est la première fois qu'on voit du soft aussi. Des tableaux de bord comme ça, de géolocalisation, de pilotage, de data. Généralement, c'était sous-traité à d'autres marques et là, ils le font eux-mêmes. Ils proposent le package complet. Et c'était pas aussi présent l'an dernier, les éditions précédentes, le Smart Home, c'est vraiment une nouvelle tendance? C'était présent, ce qui était présent surtout, il y avait encore là, c'était tout ce qui était batterie. C'est-à-dire les smart building, savoir la grosse innovation, c'était recharger sa voiture, c'est bien, mais si la voiture peut recharger la maison, c'est encore mieux. Ça aille dans les deux sens, ça c'était la vraie innovation. Là on l'a moins vu, c'était acté en fait, on voit quand même les flux qui existent. Là on était vraiment sur l'ensemble des objets connectés. Pourquoi aussi? Parce qu'aujourd'hui c'est acté, quasiment tous les fabricants se sont mis d'accord sur une façon de communiquer au niveau de ces objets connectés. Et donc on arrive avec n'importe quel outil connecté de n'importe quelle marque à les faire communiquer entre eux. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et là, ça révolutionne quand même pas mal l'usage parce que on peut acheter ce qu'on veut comme produit, le connecter à l'endroit où on veut et avoir une seule plateforme pour piloter tout ça. Ça a vraiment changé le stand Samsung, ça, parce qu'effectivement, il y a 2 ans, l'objet connecté chez Samsung, c'était un mur en disant voilà tous les objets connectés qui sont compatibles avec la Galaxy Samsung. Et il n'y a plus à faire ça, en fait, puisque maintenant on parle de Matter. On va en parler sur une slide d'ailleurs un peu plus tard. Donc là, on est vraiment dans l'expérience et la maison connectée sur Samsung. Tu voulais faire une transition, tu sais, tout à l'heure sur les écrans. Elle est là, ma transition? Ouais, elle est là. Génial. Donc on parlait de On télé. parlait d'art, un peu de culture. Ouais. Rudy, ça ne te dérange pas? Voilà, on parlait de télé, d'application en fait, de la culture, des œuvres d'art sur des écrans. Et en fait, aujourd'hui, on l'a vu au CES, alors on connaissait déjà avec Rudy cette technologie, mais on ne pensait pas la voir aussi présente cette année. Ouais. C'est le e-paper. Donc c'est du papier électronique avec de l'encre électronique. Ça fonctionne sur batterie. Donc là, pour le coup, c'est vraiment sans fil, parce qu'il n'y a vraiment même pas de fil d'alimentation. Ouais. Et en fait, ça va reproduire à l'aide de gouttes d'encre vraiment une œuvre d'art en noir et blanc ou en couleur. C'est la même technologie qu'on a sur les Kindle, par exemple, qui fonctionne déjà très bien. Et là, il y a plusieurs entreprises qui se sont vraiment cassées la tête pour faire des choses ultra précises et avoir vraiment une copie d'une œuvre argentique, par exemple, une copie d'une œuvre couleur sur son écran. Et donc, avec son smartphone, on peut faire changer l'œuvre quand on veut, comme on veut, à partir d'un catalogue disponible d'œuvres d'art. Ah, c'est vachement bien fait, hein. Franchement, c'est assez bluffant. Ça permet vraiment d'avoir de rendre accessible en fait cette partie culturelle, là où un tableau d'un artiste va coûter 10, 20, 100 000, voire plus cher, donc qui n'est pas du tout accessible au grand public. Et là, pour un matériel qui va coûter entre 1000 et 5000 euros en fonction des tailles, vous avez l'intégralité d'un musée potentiellement chez vous. Donc pour ceux à qui l'art s'intéresse, c'est vraiment une révolution parce que ça, c'était pas possible avant. Ouais, moi je pense que j'étais moins motivé par cette partie-là parce qu'on l'a déjà vu depuis de nombreuses années. Il n'y a pas une révolution dans la définition, oui. Le rendu est beaucoup plus qualitatif. Par contre, le champ d'application auprès des particuliers, j'ai un peu de doute vu le prix. Et à mon avis, il y a d'autres applications qui ne sont pas encore complètement traitées dans le professionnel, par exemple. Oui, tout à fait. C'est cible grand public et professionnel. C'est des technos qu'on retrouve en fait très largement aussi dans les magasins. Hein. Tu sais, toutes les étiquettes de prix, etc. C'est du e-paper.
Ouais, et d'ailleurs, on a vu une petite start-up qui faisait quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, je me suis arrêté là-dessus parce que on sait que le e-paper, c'est des réactions chimiques. En fait, hein. On vient vraiment électrifier des gouttes d'encre pour les faire monter à la surface ou les faire redescendre et donc polariser ça et se dire voilà, j'ai du noir ou j'ai du gris clair. Et ils ont réussi à porter cette techno imprimable sur papier, donc c'est des feuilles A4, ça marche un peu comme des 7 segments aujourd'hui, des afficheurs 7 segments comme on a sur les vieux réveils, et c'est très peu consommateur d'énergie, donc vraiment ils font une démo là, c'est Luchrome, c'est français et c'est impressionnant au niveau technologique. Et sur l'énergie, quand même, il faut le préciser, parce qu'on peut critiquer The Frame, par exemple, sur la consommation, mais on peut juste valider le modèle par rapport à la consommation de ces produits-là, parce que ça consomme 80% de moins qu'une télé en veille. Ouais, voire Donc, plus, voilà, voire plus, hein, ouais, c'est énorme. C'est quasiment zéro, et la révolution, elle est vraiment là, quoi. Ok, dernier truc sur la télé, je ne savais pas dans quelle catégorie la mettre, mais j'ai trouvé ça marrant en le Ça voyant. reste un écran. C'est en fait les gestures pour contrôler sa télé. Donc j'ai oublié ma télécommande ou alors je suis assis à droite du canapé et elle est à gauche, donc j'ai pas envie de m'embêter. Et si j'ai une Samsung Watch et que j'ai une Samsung Télévision, eh bien j'ai des petites gestures pour me balader directement comme avec une télécommande. Alors, des magnifiques innovations comme celle-là pour ne pas bouger son cul du canapé, il y en a plein après. Ouais, ça, c'est... Je pense que c'était aussi une tendance de fond parce que c'est aussi ce La qui m'a marqué. fainéantise, ouais, Mais grosse ouais, la tendance. fainéantise, vraiment. Et on peut se le dire entre nous, quand on va sur certains stands, tu fais, mais enfin, c'est genre, je bouge plus de mon canapé, je vais plus au cinéma, je sors plus, je fais plus à bouffer, je surveille pas Bonheur, mon frigo. quoi. C'est Ouais, génial. je sais pas si c'est le bonheur, mais c'était quand même très étrange quand même. Il y avait des trucs un peu surprenants qu'on va voir après. Yes, on continue. Ok, autre thématique, les On en a la moitié, lunettes. Rudy. Pardon? On en a la moitié. On est à la Information. moitié du temps. Allez, go. C'est les lunettes. Ouais, On c'était a vu vraiment ça partout. Ouais, la grosse claque, ça on s'y attendait pas du tout. C'était pas dans le travail qu'on avait fait en amont pour voir un peu ce qu'on allait voir. C'était une surprise. C'est ces lunettes, des Ray-Ban, hein, taille normale et autres. Taille normale. Ouah, tu les portes bien. Hein. Et en fait, dans les lunettes, il y a des écrans en fait maintenant. Donc il y a des écrans de téléphone avec un système, un operating system équivalent à celui de l'iPhone avec des apps. Et en fait, sur le côté, on va switcher d'une app à l'autre. On voit les apps qui circulent dans l'écran et puis on les valide. Et si je veux faire une visio avec quelqu'un, lui montrer ce que je regarde, je peux l'appeler. Si je veux faire c'est le deuxième, la traduction automatique. Tu veux voir ce que ça donne la traduction? Ouais, on n'est pas obligé, mais vas-y. Je sais que tu aimes ce passage. Ouais, si Y a pas de ça son, marche, c'est- ça marche bien ça. Tu peux parler Il n'y a pas de son, c'est bien. peut-être si. 你好，我来自中国，很高兴认识你们。 Bon, t'as tout compris là. meet you. Ah, Ouais. magnifique. Et voilà, je parle chinois maintenant grâce à ces lunettes. Et ça, c'est vraiment impressionnant. On voit, elle me parle et il y a le sous-titre qui passe dans les lunettes et je peux choisir aussi une traduction automatique audio. Et ça, voilà, mais live, vraiment avec 3 secondes de décalage, même pas 2 secondes de décalage, c'est bluffant. Ça, si vous voulez, moi, ce qui m'a marqué dans ces lunettes, c'est qu'on en a vu vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs qui le font, et ça veut dire que l'an dernier, quand on se baladait, il y avait des délégations comme Netherlands, par exemple, qui montraient des laboratoires qui étaient prêts pour de la prod de verre transparent avec l'intégration de films et donc de contenu à l'intérieur. Et là, c'était tellement prêt à la prod et disponible que des gens en ont fait des produits et qui sont commercialisés aujourd'hui. Donc on voit comment en un an, une techno disponible d'un labo qui l'a amené en prod et amener un produit qui est commercialisable en un an, c'est juste un truc de fou parce que ça se fait pas aussi vite normalement un produit, quoi. Bon, par contre, tu louches. Hein, quoi, voilà. Pour Ah oui, regarder un oui. écran qui a 2 cm de son œil, bah forcément, tu louches. Donc, tu as un peu l'air con. Et puis il y avait d'autres types de lunettes ici, c'est de l'écran externe en fait, hein, tout simplement. Donc c'est juste qu'au lieu d'avoir un Apple Vision Pro ou un truc énorme comme ça, il y a des usages où on se dit qu'on n'a pas envie d'avoir l'air de porter quelque chose comme ça ou d'avoir quelque chose d'un peu plus léger. Je suis dans l'avion par exemple, je veux voir un film et je porte plutôt une paire de Ray-Ban qui est quand même à 2 cm des yeux, donc c'est décalé, mais du coup je regarde avec un énorme écran mon film par exemple, sans avoir l'air trop bizarre. On a autre chose sur l'électroménager. Alors ça, on va s'éclater.
gros sujet, l'électroménager. J'imagine que vous l'attendez Historiquement, tous. le CES, c'est quand même ça. Hein. C'est, Non, mais on y passe du rapidement. lave-vaisselle, du frigo. C'est juste pour, effectivement, c'est le CES, et donc c'est des annonces de produits comme ça. C'est quand même beaucoup de marché américain, et on voit quoi? Alors attention, on voit ce super lave-vaisselle qui s'ouvre à la Oui, manière l'innovation. d'une poignée de Tesla ou quelque chose comme ça. C'est ça. Donc ça, c'était super intéressant. C'est On a très, très ensuite intéressant. les écrans intégrés au four. Alors comme ça, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur de son four et comment ça cuit. Donc ça, c'est quand même... Quand tu as ta lampe à l'intérieur qui est pétée, que tu vois plus rien, c'est vachement utile. c'est un must-have, Voilà. quoi, clairement. Tu peux faire donc- des blagues aux copains aussi. Et donc, c'est pour ça aussi, tu vois, LG et Samsung, ils n'ont pas trop de soucis à se faire, parce que si on met des écrans, là, on peut passer un appel depuis sa plaque de cuisson ou répondre au gars qui a sonné à la porte, voilà, qui apporte le colis en disant oui, oui, déposez-le, il n'y a pas de souci, je suis en train de faire des pâtes. C'est là où et- on se rappelle que LG et Samsung vendent avant tout des écrans, effectivement. Il y a des écrans Ils en foutent partout. et, Le frigo, forcément. et le frigo connecté dont on entend parler depuis 20 ans maintenant. Alors ici, c'est chouette, c'est qu'on peut l'ouvrir avec le pied comme sur les véhicules, vous voyez là, Ouais, on ça, met c'est le pied. vraiment chouette. Ça, c'est quand même trop bien. Et Ça, c'est les bien. portes sont motorisées, il n'y a plus besoin d'ouvrir quand on a les mains Il fallait pleines. qu'on vous le montre quand même, parce que c'est ça aussi les grosses innovations qui sont proposées. Le frigo, quand même connecté avec l'écran, tout le monde l'a vu ou a entendu parler. On l'ouvre pas, on voit un écran et on voit l'intérieur de son frigo à travers l'écran. Ça évite d'ouvrir et Ça de évite d'ouvrir- faire et de partir le perdre froid. le froid, évidemment. Voilà. Et pas de vendre un écran en plus, quoi. C'est pas du tout l'objet. En fait, en France, quoi, et même en Europe, on se dit ils sont fous, ces Américains, personne n'a ça. Bah oui, c'est vrai, mais que en Europe. En fait, aux États-Unis, ce modèle-là a très très bien fonctionné. Et beaucoup d'Américains ont le modèle avec écran où on peut voir à travers et tout. Et c'est vraiment deux marchés complètement différents. On en a discuté avec des vendeurs et qui présentaient les produits, et ils ont expliqué effectivement que le nombre d'unités vendues en Europe était minime, voire même inexistante. Par contre, aux États-Unis, c'est un gros carton. Après, il y a aussi ils achètent l'électroménager plus souvent. Nous, on va le garder jusqu'à ce qu'il claque ou on change sa cuisine. Eux, traditionnellement, ils vont changer leur cuisine tous les 4-5 ans. Donc, en fait, il y a aussi les nouvelles générations qui arrivent. C'est un marché de consommateurs. Ah, là, on Ouais. est dans la consommation pure, oui. Ils pourront s'offrir Pas ça. plus. Ok. On a vu quelques thématiques. On prend une petite respiration. On va parler d'une expérience plutôt avec Delta, la compagnie aérienne, qui elle aussi a prévu une keynote. Et cette keynote, elle l'a prévue pas n'importe où. Ah, ça c'est Delta, la compagnie aérienne. Allez. Euh, Il a fait une petite pause avant pour montrer son effet avec l'avion. Bah, je quand le même. remets. C'était pas mal. Hein, voilà. 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 Ok, donc ils ont décidé de faire leur keynote à la Sphère. La Sphère, si vous ne voyez pas ce que c'est cette C'est une salle de boule spectacle. d'écran Ouais. géante qu'on voit depuis l'avion. Et voilà, on la voit ici sur les images. C'est monumental, ça fait 115 mètres de haut, je crois, dans les chiffres. Et voilà. On pouvait Donc ça pas regarde les retourner- avions qui Ouais, passent. On et pouvait ça- pas retourner à Vegas sans retourner à la Sphère, puisqu'on a eu la chance d'y aller l'année dernière. Et là, l'opportunité était assez dingue. C'est le bon plan dont parlait Mathieu juste avant. Il y a donc Delta qui a décidé de faire sa keynote. Où ça? Là-dedans. Donc on s'est dit, on va s'inscrire, quoi. Média, c'est cool. Il y avait 10 000 places, il y a 150 000 visiteurs. Voilà, c'est ça. Donc il y avait une queue d'1 h 30 pour les avoir. Et donc on a eu la chance de pouvoir avoir les dernières qui restaient. On a fait Et les- 4 minutes de queue. Ouais, à la Il y fin, avait on plus pensait qu'il n'y en personne, avait mais il plus. restait 10 places. Et il restait 10 places, on les a eues. Donc c'est très cool. Et donc Et on a vu quoi? On a vu l'intérieur de la Sphère Ouais. encore avec une nouvelle expérience. Puisque là, généralement, il y a des concerts. Vous savez, U2 il se produit encore dans la Sphère. Et là, on a vu une entreprise qui a complètement privatisé la Sphère pour fêter ses 100 ans. Donc impressionnant. Là, c'est Delta qui montre l'intégralité des nouvelles innovations qu'il a conçues pour le public dans les mois et les années qui vont venir. Et l'expérience complète Sphère a été recréée pour Delta. Peut-être oublié d'enlever ce son. Ouais, avec quelque chose de très immersif. Il faut imaginer que il y a des écrans du sol au plafond, y compris donc au-dessus de nos têtes. Et donc, c'est une compagnie aérienne. Ils nous ont fait des petites séances d'immersion comme ça avec le décollage de l'avion. Il y a des souffleries qui nous envoient les cheveux. Ils nous envoient aussi des odeurs de fuel. Ils nous envoient. Enfin voilà, il y a tout le spectacle autour de la keynote. Et puis quand il y a le DG qui arrive sur scène, il y a des gens qui font qui lèvent leur bière, etc. C'est la grosse fête pour une keynote, comme ici.
les grosses annonces de Delta. Delta, c'est une compagnie aérienne, l'équivalent d'Air France sur le marché américain. Ils fêtent leurs 100 ans, c'est une des plus grosses compagnies avec American Airlines. On peut se demander qu'est-ce qu'ils font au CES et pourquoi annoncer des innovations. On s'attendait à l'avion électrique. Alors effectivement, non, l'avion électrique n'est pas encore complètement fonctionnel. Par contre, des mini transporteurs drones habitables sont fonctionnels et ça, ils l'ont annoncé. Ils ont annoncé pas mal d'autres choses. Alors toutes ces annonces, quand même, il faut les relativiser pour la plupart, sont réservées aux abonnés et sont réservées à ceux qui ont des miles et principalement ceux qui font partie du club exclusif de ceux qui dépassent 1 million de miles. Voilà, donc pour ceux qui voyagent un peu, vous voyez peut-être ce que ça veut dire. 1 million de miles, c'est pas atteignable, quoi. Je pense l'échelle d'une vie pour moi, donc je sais pas, 500, 1000, ouais. Mais donc voilà, et donc ils ont lancé leur IA d'organisation de voyage entre le moment où je pars de chez moi et le moment où j'arrive à destination. Il faut savoir que donc Delta, quand il ne se présente pas comme une compagnie qui vend des billets d'avion. Il se présente comme une société qui vous permet de passer plus de temps avec les gens que vous aimez. Et c'est ça la magie des États-Unis et du marketing, c'est de faire un show comme ça avec des avions et d'expliquer complètement autre chose et de présenter des innovations qui n'ont rien à voir avec le produit initial. Et c'est vraiment assez bluffant, je vais même dire un gros mot, mais c'est inspirant de voir comment ils font ça, parce que ça donne des idées quand on rentre en France sur comment présenter un produit, comment vendre ses propres produits et services. Parce que là, ce qu'ils vendent, c'est clairement de réduire le temps entre son temps de départ et son temps d'arrivée, et donc effectivement passer plus de temps avec les gens qu'on va voir à destination. Et c'est vraiment ça qu'ils mettent en avant. Ils mettent en avant l'expérience qu'on va passer à l'intérieur de l'avion, notamment encore avec les écrans. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient plus de... Je crois que c'est 180 000 écrans. Là, pendant qu'on se parle, dans les airs, en ce moment, il y a 180 000 écrans qui volent. Et donc, c'est une opportunité pour eux. Ils se rendent compte de ça. Voilà, ils vont afficher des choses. Et donc, ils ont invité Tom Brady, qui est donc la grosse star de football américaine, sur scène pour annoncer non pas un nouvel avion, mais une nouvelle série en partenariat exclusif avec YouTube. Et donc, il y aura YouTube dans les avions Delta qui diffusera une série qu'on ne pourra voir que dans Delta avec Tom Brady. Donc voilà, là c'est de l'entertainment à 100%. On parle même plus de transport, on parle vraiment d'expérience et à comprendre ça. Et c'était une vraie claque parce qu'on n'avait pas d'idée d'innovation de ce qu'ils allaient annoncer. Quand on a compris ça, on s'est dit waouh, les gars ont complètement changé de braquet. Le but c'est vraiment d'améliorer le moment passé à bord d'un avion. C'est une question de survie du modèle aussi. Hein. C'est vrai que ce qu'ils mettent de l'avant dans la keynote Delta, c'est que c'est pas qu'une compagnie aérienne comme tu le disais. Et en fait, ils se battent plus sur les prix ou sur les destinations. C'est l'expérience qui compte avant tout, quoi. Mais c'est un changement de modèle. T'es prêt à payer plus. Partenariat exclusif avec Uber. Ouais, ça, ils font venir Uber sur scène. Alors, on ne peut pas commander encore pour être livré dans l'avion, c'est pas l'idée. On se demandait un petit peu ce qu'ils allaient faire, effectivement, mais là, ils peuvent, on va dire, mutualiser ces fameux miles. Et en fait, c'est un vrai partenariat sur du cashback et de la fidélité. Lorsque j'achète un billet chez Delta, je reçois du cashback. Et comme c'est du show, comme on est aux US, ils le font en live. C'est-à-dire que vous êtes combien ? 10 000 ? Allez, c'est pour nous. Et ils nous ont tous crédité de $20. Notre appli Uber Eats, comme ça, facile. Et puis ceux qui avaient de la chance d'être assis sur les côtés, ils se voyaient remettre des trucs de $100 avec des petits sachets Uber. Enfin, c'était la fête. Ils sont fait venir un mec sur scène avec son scooter qui se baladait dans la sphère. Il a servi 2 petits Starbucks comme ça, et puis ils nous ont balancé l'odeur synthétique de synthèse du Starbucks, du café, etc. C'était du show jusqu'au bout. Et on a fini par un feu d'artifice dans la sphère. Alors forcément un feu d'artifice digital. Avec l'odeur. Avec l'odeur du feu d'artifice. le bruit, les tremblements, la totale, effectivement. C'est la nouvelle expérience du feu d'artifice. Voilà, on voulait vous montrer ça quand même parce qu'on n'est pas sur une innovation technologique. Quand même, ils ont quand même montré leur petit avion électrique qui transporte d'un aéroport à l'autre en interne. Voilà, et c'était quand même leur innovation, mais c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, c'est pour vous montrer aussi ce que c'est le CES et comment les marques américaines annoncent leurs produits et leurs nouveautés. Ça, pour nous, c'est exceptionnel et c'est vraiment voilà, c'est comme on dit un show à l'américaine, c'est l'argument qu'on a souvent. Eux, en fait, et depuis quelques années maintenant, c'est comme ça qu'ils annoncent
comme ça que les entreprises annoncent leurs produits, leurs nouveautés. C'est la base, en fait. C'est le standard. Et donc, voilà, ça vous montre un petit peu la différence de culture aussi entre l'Europe et les États-Unis. Et nous, on était même un peu sceptiques, parce que lorsqu'on a vu l'événement et la keynote de Delta, à la fin, il y avait écrit expérience de Lenny Kravitz, etc. Donc on s'est dit, ça peut être super canon. À mon avis, il sera en visio, on va le voir sur le truc. Mais en fait, pas du tout. Il est venu sur place, il a fait un concert live pendant 25-30 minutes, 30 minutes juste pour Delta et la compagnie aérienne et ses 100 ans, un petit kiff pour faire son anniversaire. Faire venir Lenny Kravitz dans la sphère, ça veut aussi dire toute une scénographie artistique, puisque c'est un écran unique au monde. Donc il faut faire les contenus spécifiques pour cet écran, synchroniser tout ça, préparer, et il en fait qu'un. Tout ça pour une demi-heure. Pour une demi-heure. Et donc je vous propose de mettre une petite image quand même. 20 secondes, juste pour nous faire plaisir. Oui, je ne sais pas s'il y a du son qui revient, mais voilà à quoi ça ressemble. Du Lenny Kravitz dans la sphère. Donc il n'était pas en visio, il était vraiment sur scène. Il est sorti de terre. Et comme on avait les dernières places, les plus pourries dans un cinéma, c'est lesquelles ? C'est celles du premier rang. Hein. Bon, on était au premier rang en fait. Voilà. C'était exceptionnel. Allez, on continue. Toute la scénographie et ce qui est possible de faire dans la sphère, c'était monstrueux. Voilà pour voilà ce qui s'est passé pour sans transition expérience. Il nous reste un gros quart d'heure. On essaie d'en faire un max de thématiques. Allez. Le sustainable. L'an dernier, quand on est revenu du CES avec Nicolas, on n'a pas dit c'était l'IA, le truc de fou, on voyait partout. On a dit c'était le sustainable, parce que c'était écrit sur tous les stands et c'était mis en avant par toutes les grandes marques. Voilà, pour mémoire, l'an dernier, on arrivait sur un stand de Samsung qui ressemblait à ça, en disant notre stand, il est fait en grande partie en matériaux recyclés. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, à quoi ça ressemble. Le stand, il ressemble davantage à ça. Donc, ça a été la mode pendant un an, on va dire. On s'est dit justement, est-ce qu'ils n'en ont plus rien à foutre et que c'est réglé ? Non, en fait, parce qu'on a quand même continué de poser des questions et aller voir. Maintenant, en fait, c'est inscrit dans leur ADN. C'est dans les 4 piliers qu'on a vus au début. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont dit on y met un grand coup, on fait attention à l'environnement, dans la production, dans les matériaux, parce que c'est important pour la planète, et puis surtout parce qu'on n'a pas envie de se prendre des centaines de millions de dollars d'amende, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de lois là-dessus, et des amendes qui tombent régulièrement. Et cette année, en fait, c'est pas qu'ils l'ont éludé, c'est qu'ils l'ont vraiment mis intégré dans leur ADN. Et l'ensemble des produits présentés, à chaque fois, ils précisent 70-80% de produits recyclés utilisés dans la construction du moule, des produits existants. Voilà, c'est à chaque fois maintenant c'est intégré dans l'ensemble des produits proposés. Alors, je suis d'accord, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de rebondir sur le parti sustainable. Quand je suis arrivé, je m'attendais à voir des stands sur le sujet partout. Des innovations majeures, de la rupture, l'économie d'énergie, notamment au niveau des startups, parce qu'il faut bien identifier qu'au CES, vous avez Eureka Park, où on était avec les startups, et après, vous avez le Convention Center, où vous avez plutôt les corporates. Sur la partie corpo, j'ai pas senti, moi. C'est les grosses sociétés, grosses boîtes, les grosses boîtes. J'ai pas senti ça. Peut-être qu'ils l'ont intégré dans leur ADN. Par contre, ce qui m'a un peu surpris, voire même peiné, c'est que sur la partie Eureka Park, c'est pas très présent non plus. Il y a les startups internationales ou d'autres délégations n'étaient pas très orientées sur le sustainable. Et pire que ça, celles qui l'étaient étaient faiblement visitées. Ça, j'étais un peu surpris. Clairement, tu vois, un stand de 2024, c'est vraiment l'année dernière, c'était ça la thématique, et ça nous avait. C'est pas sexy, quoi. Les stands étaient vraiment pas sexy, donc peut-être pas vendeurs, mais on y est quand même allé et ça a quand même eu du succès. Et après, pour ceux qui sont venus nous voir l'année dernière ou avec qui on a déjà discuté, ils le savent, avec Rudy, on est assez critique là-dessus, quoi. On a un œil assez, j'espère, objectif sur ce qu'on nous raconte et on va vérifier les choses très clairement. Voilà, cette année, c'était plus du tout mis en avant, évidemment. Mais c'est un choix parce qu'à un moment, ils ne peuvent pas tout mettre en avant. Et là, l'IA était vraiment le gros marqueur intégré partout. Mais on est allé vérifier vraiment sur les produits, les fiches techniques, sur toutes ces grandes marques. Il y a un effort considérable qui est fait. Est-ce qu'il est suffisant ? Évidemment que non, et ça reste de la consommation grand public. C'est des produits dont on n'a pas forcément besoin, donc il ne faut pas les acheter si on n'en a pas besoin. Par contre, si on en a besoin et qu'il faut les acheter, ces marques-là mettent en avant les efforts qu'ils font. Ouais, je suis OK sur la partie grosse boîte, certainement que c'est intégré, mais après quand tu compares aussi, tu t'attends à voir dans Eureka Park, donc la partie startup, beaucoup de startups sur le développement durable.
Et au final, il n'y avait pas grand-chose. Donc les deux mis en perspective, moi, ça m'a un peu intrigué, voire même déçu. Et je dois reconnaître que si je dois retenir globalement l'expérience CES, c'était l'hyper conso quand même. On est aux États-Unis, donc c'est pas Vivatech, c'est deux mondes différents. Mais c'est rien de le dire. On se doute bien que les États-Unis sont pas dans une perspective de développement durable, c'est pas la prio. Mais là, pour le coup, c'était vraiment très flagrant, quoi. J'étais vraiment, et alors qu'il y a des technologies de rupture en développement durable, en énergie, en dépollution par exemple, qu'on ne retrouvait absolument pas lors du CES. Ouais, il y a plusieurs thématiques, effectivement. Tu as là Samsung qui parlait ou LG des matériaux recyclés plastiques pour faire leurs produits, mais aussi comment optimiser les emballages, les nouveaux systèmes d'emballage. Mais tu as après, sur les startups, moi, ce qui m'a plus marqué, c'est le energy harvesting. Par exemple, les cellules photovoltaïques de nouvelle génération. Là, pour le coup, tu avais pas mal de propositions qui étaient faites par les startups. C'est ça, c'est toujours les mêmes produits en fait quasiment, mais ils ont évolué en réduisant leur impact énergétique à la production, en réduisant la consommation énergétique lors de la consommation. Ça reste encore une fois des produits de consommation, c'est évident, mais on sent vraiment un changement, une évolution là-dessus. Alors, on a continué à voir des stands en carton quand même, qui étaient affichés un petit peu pour agiter les drapeaux. Et voilà, si on voit ça, on se dit c'est de la com, c'est du bullshit, greenwashing. Donc bon, c'est toujours un sujet qui est complexe à traiter, surtout quand on va à Vegas en avion. Mais après, oui, il faut creuser un petit peu parce que sur le stand d'iSense, effectivement, ils parlent de toutes les matières qu'ils ont réussi à intégrer dans les process de prod qui sont recyclés. Et après, il y a ces petites startups sur le Récaparc ici qui se débrouillent très bien et qui évoluent encore et qui innovent encore sur la manière d'utiliser des matériaux très recyclés pour faire des objets du quotidien. Et eux, pour le coup, c'est la Corée du Sud et ils ont eu des Innovation Awards parce qu'il y a vraiment une avancée technologique et des recherches de laboratoire derrière ça. Ok, on a un petit peu de food tech, on passe rapidement là-dessus. Voilà, bon, on était aux États-Unis, donc. Alors ça, c'est pas sur le salon. Ça, c'était pas sur le salon. C'est juste que c'était juste avant de vomir. C'est ce qu'on voit dans les couloirs avant de rentrer dans le salon. C'est ce qu'on nous propose. Ça donne envie. Mais sur la food tech, il y a différents sujets. Il y en a un clairement identifié sur la purification de l'eau. Vous avez peut-être chez vous une soda stream dans votre cuisine parce que ça permet de mettre un petit peu de bulle et c'est rigolo. Ici, c'est des objets qui ressemblent à des soda stream, sauf que c'est vraiment pour purifier l'eau. Alors, c'est pas hey, c'est O. C'est juste une faute de hey. Oui, c'est un U que je voulais mettre. Il est à côté du de l'eau. De l'eau, des choses très utiles dans la purification de l'eau, parce qu'effectivement, visiblement, les startups veulent tous nous faire boire de l'eau plus pure. Et malheureusement, l'actualité avec les incendies à Los Angeles nous rappelle qu'aux États-Unis, le traitement de l'eau n'est pas du tout le même que celui qui est fait en France et en Europe. C'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup de chance en fait d'être en Europe et en France par rapport à cette eau, parce que là-bas, rien qu'arriver, en l'occurrence à Las Vegas, donc je parle principalement de la côte ouest. Faut pas boire l'eau du robinet tout de suite, faut que son corps il s'habitue. L'eau du robinet de l'hôtel, on n'est pas en Afrique ou dans des pays complexes ou en Inde où là on se dit stop, c'est pas possible. Là moi, tout le monde quasiment était malade le premier soir à faire la connerie de boire l'eau du robinet. On se dit c'est quand même dingue. Et en fait, l'eau aux États-Unis, principalement sur la côte ouest, est dégueulasse. Et pas dégueulasse qu'au goût, et dégueulasse dans les traitements. Il y a énormément de bactéries dedans parce qu'elle est maltraitée. Et ils en manquent énormément. C'est pour ça qu'il y a des problèmes d'incendie, notamment aussi. Et là, beaucoup de startups, cette année, on n'en envoyait pas beaucoup l'année dernière, là, énormément, se sont dit on va vous faire boire de l'eau plus pure. Voilà. De l'eau plus pure et avec des technos aussi complètement débiles. Des trucs, on a oui, après, il y a des stands qui doivent coûter 5 millions d'euros juste pour une gourde connectée et surtout du marketing derrière, encore avec Tom Brady, qui, là, quand on va sur le stand, on leur demande ce qu'ils présentent. Ils nous disent déjà, sachez que c'est l'eau de Tom Brady, donc déjà, on est là. Allez, une palette. Et c'est pas bon en plus. Tu l'as bu aussi. Non, c'est pas terrible, franchement. Bon, voilà, donc ça, c'est sur la purification de l'eau. On a toujours ces robots. Et de plus en plus. Je ne sais pas trop quoi dire sur ce truc-là. C'est ces robots qui nous préparent votre cocktail ou votre café. Là, ces boîtes-là, elles proposent des robots qui sont fonctionnels. Et donc, vous pouvez demain ouvrir votre business, ouvrir un café avec ce bras robotisé et puis servir des cafés ou des cocktails. Moi, je ne l'ai pas encore trop vu.
Il y a cette En petite. Europe, non. Il y a un robot qui fait des barbes à papa. Ah oui, à Auchan. Puis ouais, Moi, je l'ai vu. dans les galeries. Et autrement, il y a aussi cette start-up qui avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, le petit lave-vaisselle Bob, qui était 1 à 2 couverts, qu'on posait comme ça dans sa cuisine parce qu'on D'ailleurs, il n'avait était pas. avec nous. Il nous a accompagnés au CES, Ouais. le fondateur. Et Mais il a rejoint une start-up des Hauts-de-France, ouais. c'est ça. Et il présentait un produit qui s'appelle Joe, qui est leur nouveau four. Qui est le four. Et qui est pareil sur le même principe. C'est un Made in petit four. France, fabriqué en France. Et Côté- il y a quand même une avancée technologique là-dedans. Ils ont réussi à faire un four qui fait à la fois micro-ondes, à la fois grill, à la fois vapeur, etc. Et toute la partie micro-ondes, ils ont révolutionné ça. C'est plus le plateau qui tourne, c'est la partie qui envoie les micro-ondes qui tourne, etc. Et ça permet de continuer à utiliser du métal dans le produit, notamment avec les grilles qui sont là. Donc il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Ils étaient contents, Et l'équipe puis c'est technique, vachement joli. de nous en parler. Le produit est Et c'est vachement toujours beau. bien designé. Ouais. Et puis une petite Ouais, pépite. t'as kiffé ça. Ouais. Et il m'a proposé d'essayer, mais j'étais pas très chaud. T'es pas partant. Ouais, on était loin du Covid là. Ah ouais. Sur les règles d'hygiène. C'est une cuillère qui vous propose de vous envoyer des petites décharges électriques sur la langue pour simuler le goût du sel, pour éviter de trop saler vos plats. Et donc lui, il a eu une Innovation Awards aussi. Et moi, ça me faisait penser quand on mettait la pile 9 volts. Pour voir s'il restait du J'ai jus jamais dans la fait ça pile. personnellement. hein. Non, je suis tout seul. Je suis vraiment tout seul. Je suis dégoûté. Non, mais après, il y a en discutant, après, effectivement, il nous a rendu le truc. Il y a une application médicale qui est pas neutre hein, pour tous celles et ceux qui ont une intolérance ou qui doivent réduire leur quantité de sel pour leurs artères. Bah, ça peut simuler dans un plat non salé, comme s'il y avait du sel. Après, je vais faire un peu le grincheux quand même, mais c'est Vas-y. mon rôle aujourd'hui. Mais ok, j'ai vu cette cuillère, mais ça fait un peu concours l'épine déjà. Ça fait foire de Paris. Ouais, hein. ça fait foire de Paris, c'est un peu ça. Et puis on a vu d'autres trucs aussi un peu bizarres. La machine à glace instantanée, vous l'avez vu, la espèce de Nespresso où on met comme un pot de yaourt et puis ça te sort de la glace. Et en fait, ce qui était fou, c'est que nous on a trouvé ça avec Kate, on a trouvé ça vraiment naze. En plus, on l'a goûté, c'est pas bon. Et il y avait tous À ces base d'eau, Américains hein, qui étaient toujours. collés devant et tout le monde kiffait le truc. Ils voulaient la machine, quoi. La machine à glaçons aux États-Unis, c'est une culture, quoi. Non, mais c'est vrai. hein. C'est vrai. Mais c'est bien ce que tu dis parce que on vous le montre aussi, c'est ça aussi le CES. Il y a les trucs énormes, les grosses annonces. On devait même peut-être au niveau jeux vidéo, je fais une petite aparté, avoir l'annonce de Nintendo qui devait annoncer la Switch 2. Ils l'ont pas fait durant le CES, ils ont choisi un petit peu après. Donc il y a ces énormes annonces d'entertainment et de produits de consommation de tous les jours. Et puis il y a le concours l'épine de celui qui fait le truc le plus rigolo, le plus voilà, la cuillère, le machin. Et ça, il y en a plein. On passerait des heures à vous en montrer. On a des rushs, on a de vidéos. Bon, on a fait une sélection. hein. Ouais, il y a quelque chose comme 500 rushs vidéo qu'on a essayé de répartir par thématique et on n'a pas fini. C'est énorme. Continuons d'ailleurs. On en a un. Tu parles de culture et tu parles d'attrait. Peut-être que toi, encore une fois, tu es passé à côté de ça en te disant Ah oui, indispensable. le celui-là. barbecue la avec food de tech. l'IA. Ah, t'as pas aimé non plus, j'en étais sûr. Oh là là, le barbecue connecté avec de l'intelligence artificielle. Tu peux nous En- le montrer? Non, c'est pas celui-là, mais il est magnifique. C'est celui-là. Il est, oui, pour le coup, tu vois, je suis sûr que ça va fonctionner aussi Ah oui, aux tu parles États-Unis. de machine à glaçons, tu parles de barbecue, tu es sur le marché, quoi. Moi, ce Et qui ça, m'a ça fait- t'envoie, en Franchement, fait, le avec pauvre poulet, là, hein, avec c'est- une intelligence artificielle sur une application de ton téléphone, ça t'envoie que ton steak, il est cuit et qu'il faut le retourner. Ouais, et tu Voilà. vois, ce qui m'a fait marrer, c'est quand tu arrives sur le stand, il y a donc ce petit panneau qui t'explique que ça va détecter les paramètres comme les Erreurs utilisateurs. les erreurs des utilisateurs. Ouais. Donc bon, voilà. Donc nous ça- sommes une erreur quand on utilise un barbecue. Alors après, c'est pas faux, si la viande est trop cuite, c'est de ta faute. C'est une quoi. erreur. Voilà, c'est une Ok, erreur. donc voilà pour les food tech. On passe sur Smart Home. On rigole hein, sur ce barbecue connecté, c'est quand même un stand énorme. hein. Ah ouais, non, Le mais truc, C'est à la hauteur de Tom Brady, hein, c'est un truc Tout à à 5 fait. millions d'euros le stand. Tout Je à ne sais fait. pas si vous le montrez après, mais il y avait aussi les stands pour les piscines. Ah, les robots piscines. Les bah, robots piscines, en fait, on va c'était finir l'invasion. avec ça, les robots. L'invasion. Ok, la Smart Home, qu'est-ce qu'on voit C'est rappeler un petit peu ce qu'on se disait tout Oui, à on- l'heure, c'est on que en sur a le déjà stand parlé. d'LG, on voit chacune des pièces de la maison dans lesquelles on peut interagir avec des objets connectés. Il y a la chambre, il y a le bureau, il y a le salon, il y a toutes les pièces et c'est vraiment scénographié comme ça. Donc il y a de quoi faire. On voit aussi chez GUI
Alors, les lampes connectées, c'est très sobre, hein, cette petite chambre coquine. Et ce salon, très C'est sobre très aussi. distingué. Donc, non, et après, il y a d'énormes stands à l'extérieur aussi du CES. Là, on sort du LVCC, on est sur le parking. Et il y a Ring, vous voyez, ça pour le Les coup. sonnettes connectées Ring. Ouais. Ouais, c'est la petite C'était racheté caméra par que Amazon, vous je avez crois. devant chez vous. Voilà, on sonne, ça enregistre. Il y a d'ailleurs énormément de vidéos comme ça qui tournent sur les réseaux parce qu'il y a toujours des choses improbables qui se passent un petit peu. Et donc, ça permet de capturer ces moments-là un peu à la manière de Dashcam. Et là, ils annoncent l'intégration d'intelligence artificielle dans l'analyse des vidéos. Parce qu'avant, vous aviez une timeline et vous alliez chercher. Alors, il m'a déposé un colis, comment ça se fait? Je me le suis fait piquer, c'était qui? En fait, là, il analyse, il découpe et on peut demander à la voix quelque chose et il vous le ressort. Allez, Rudy, on va passer au robot aussi Et après. on a Matter, dont je voulais parler. On arrive sur le stand de Bosch. Bosch que vous connaissez comme étant une marque grand public, mais qui fait aussi, qui construit, c'est un fabricant de semi-conducteurs, donc de puces électroniques, qu'on utilise chez BloGriot aussi. Et là, sur le stand de Bosch, ils mettent en avant, enfin, on va dire, Matter. Et Matter, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que toutes les marques se réunissent et se disent, c'est Apple, Google, Amazon et autres, se disent à partir du moment où j'ai un concentrateur chez moi, tous les objets qui fonctionnent en Matter, ils vont marcher avec ce concentrateur. J'ai plus besoin d'avoir une galaxie spéciale, tout est compatible. Et donc demain, si vous avez une idée d'objet connecté et que vous souhaitez on confie le développement à BloGriot, évidemment. On vous conseillera forcément d'aller sur ce type de technologie si vous souhaitez être intégré à la Smart Home de manière générale. Et donc ça vient, ça se voit sur le salon, c'est la première année que ça se voit vraiment Matter. Les voitures On va faire très vite pour et finir les robots sur, derrière. sur voitures et robots. Allez. Et comme ça, on a fini. Pas d'innovation énorme, pas d'annonce énorme en termes de voitures. Pourtant, le CES a toujours été comparé au salon de l'Autobis à Paris, qui est le salon de l'auto, qui est un salon mondial de l'automobile. Et là, cette année, très peu. On s'est demandé pourquoi. Et en fait, on s'est renseigné. C'est tout simplement parce que Détroit, la ville de Détroit, fait son salon mondial aussi. Et c'était la première édition juste après le CES, 2 jours après. Et donc, en fait, toutes les marques de voitures étaient à Détroit cette année au lieu d'être au CES. Il y en avait quand même quelques innovations annoncées. La plus grosse, nous, qu'on va retenir, c'est Sony qui lance sa voiture en partenariat avec Honda. Mais voilà, voiture électrique forcément, autonome forcément. Et donc ça, on va regarder de près. Alors, elle sera commercialisée cette année aux États-Unis. Mais bon, à voir l'homologation française. Mais ça a de la gueule, c'est une belle voiture. Visiblement, les éléments techniques qui la composent sont assez révolutionnaires. On n'a pas creusé le sujet plus que ça, mais voilà, c'est intéressant de voir que Sony, une marque comme inconnue dans le milieu de l'automobile, comme l'était Tesla il y a quelques années, arrive à proposer sa voiture, là où par exemple Apple a encore échoué pour le moment avec son Apple Car. Voilà, Sony là le lance et on verra si c'est le même succès que la Tesla ou si c'est un échec comme Apple. Et après, c'est Honda qui annonce quelques visions design, à Ouais. quoi ressemble le SUV de demain ou la voiture plus classique. C'est des énormes stands aussi, hein. Il y a des shows, il y a des vraies présentations. On ne parle pas du stand Sony, d'ailleurs, c'est dommage, mais il y a des vraies intégrations Sony sur l'IA dans le cinéma et la réalisation de courts-métrages, de longs-métrages, de séries qui permettent à n'importe qui, à partir du moment où on a de l'argent, il est 13h. De faire un film avec de la grosse prod. Et il faudra, voilà, si ça vous intéresse, on peut en parler. On a des vidéos à vous montrer là-dessus qui sont bluffantes. On avait des vannes, On va passer le van, si tu veux pas mal bien. de vannes. On a les Solaire, voitures ça aussi, ça on solaires. l'avait vu à Vivatech. On a dit tiens, une voiture solaire, en fait c'était complètement C'était bullshit. pas la Elle même, faisait ouais. 5 km d'autonomie journée. On dit bon, bah, ça sert à rien. Alors là, ça y est, ils arrivent à faire 50 km sur une recharge solaire. Bon, alors, Par jour. Par jour, bien sûr, pardon. À Las Vegas. Il faut du soleil, Las Vegas. c'est évident. Les voitures autonomes, des caméras partout, ça c'est vraiment le zoom qu'ils nous ont fait. Là. Donc là, ça c'est la voiture le Waymo, c'est la marque qu'on voit notamment à San Francisco sur les voitures totalement full autonomes. Avec Donc, des essuie-glaces sur chacune des caméras. Voilà. Bien il y sûr. en a 15, je crois, de caméras au moins. Donc il y a des petits essuie-glaces et des petits Ouais. pchits sur chaque caméra. Alors d'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas con parce que j'ai une voiture électrique qui a un système autonome et il n'a pas voulu s'activer hier parce qu'il pleuvait trop. Et c'est la première fois où il me dit caméra indisponible à l'avant à cause de la pluie. Bah, tu Donc, vois, il n'a pas voulu le. D'où oui, à partir du moment où il y a de l'optique, hein, comme avec les Exactement. TOF, il faut nettoyer L'évolution les des vitres. batteries. Et puis la dernière grosse évolution, c'est les écrans. Écran, voiture, conduite.
on se dit il y a peut-être un problème, sauf quand tu rajoutes la conduite autonome en fait et les voitures autonomes. Là, une fois que la voiture elle conduit toute seule, tu te fais chier dans la bagnole quand même. Donc, les écrans, encore une fois, ça va être vraiment la grosse évolution dans les prochaines années. Les écrans à l'avant, les écrans à l'arrière. Le passager qui regarde Netflix pendant que le conducteur qui ne conduit pas regarde quand même la route parce que faut ça, quand même c'est fou. vérifier que tout est OK. C'est déjà une réalité sur le marché américain. On a eu Tout à la fait. chance de monter dans des voitures très récentes qui sont déjà en circulation sur les États-Unis. En fait, vous voyez bien qu'il y a des écrans partout. Ouais. Derrière, devant, sur le côté. À l'extérieur même, on voit là des écrans autonomes sur batterie, donc qui remplacent la plaque d'immatriculation par exemple, qui peuvent remplacer la carrosserie. Oui, j'ai deux trucs à dire sur les écrans, les nouvelles générations d'écrans affichage tête haute, où aujourd'hui on voit la vitesse du véhicule ou un panneau, ce genre de choses. Là, vraiment, on est sur quelque chose d'ultra quali et avec un angle, dès qu'on se déplace de 5 degrés, c'est fini, on ne le voit plus. Et donc, il y a une démo ici avec du Apple AirPlay ou alors un Chromecast. Vraiment, on peut avoir un écran externe sur le pare-brise quand on est passager. C'est-à-dire que le conducteur, il voit absolument rien. C'est transparent, il voit son pare-brise. Et toi, tu peux être là en lançant une série Netflix en étant passager sur le pare-brise. Et sur les écrans qui sont à l'extérieur de la voiture, c'est un sujet ultra intéressant. C'est que comme cette voiture devient autonome, aujourd'hui, un exemple tout bête, c'est quand on croise un piéton, on a toujours ce petit échange de regards pour se rassurer en disant oui, je t'ai vu, tu peux traverser, vas-y. Demain, la voiture autonome, il n'y a plus ça. Et donc la voiture, elle va passer des messages via les écrans pour dire go ahead ou je t'ai vu, ou bien sûr pour continuer à avoir cette espèce de confiance et pas risquer de se faire écraser. Attention. Il y avait le tout petit point sécurité que j'ai rajouté. Une start-up ici qui package et qui repackage des batteries et qui présentait des systèmes d'analyse où en fait, dès qu'il y a un point chaud qui se passe sur la batterie, c'est un système d'évacuation automatique. Ça fait tomber le rack de batterie dans de l'eau. Ça reste 3 semaines dans l'eau parce que le lithium, c'est ultra inflammable. Et le dernier, c'est la petite couverture là, motorisée pour les véhicules électriques dans les parkings, par exemple, souterrains ou autres, qui peuvent s'enflammer à cause des batteries. Il y a des robots, couverture automatique, qui vont détecter ça et qui vont y aller et qui vont couvrir la voiture automatiquement pour éviter l'embrasement plus sévère. Dernière slide. Allez, dernier. On est un peu en retard, désolé. Si vous êtes OK, on en a pour 3 minutes pour vous montrer les robots qu'on a vus. Moins de robots que l'année dernière, mais beaucoup plus évolués. Voilà, c'était vraiment côté bluffant des robots humanoïdes. On l'a vu sur la conf de Nvidia sur scène. Là, on les voit en vrai dans les allées du stand. Des robots avec qui on communique, avec l'intelligence artificielle intégrée. C'est flippant, voilà, clairement. Et ça devient de plus en plus réalité. Ça ne va pas aller en retardant et en diminuant. Au contraire, donc là on voit des robots qui portent, on voit des robots qui montent, qui discutent. Elle est Sophia, elle est particulièrement intimidante. Vraiment, quand les yeux, on croise son regard, on se dit, oups, ok, c'est un peu veut lui gênant. répondre, elle vous pose des questions et en fait c'est vrai que c'est très gênant, enfin c'est dérangeant quand tu discutes avec elle parce que tu as envie de lui répondre mais en même temps tu as un barrage en fait. Ouais, tu es vraiment intimidé en fait. Ce robot-là, c'est des bras, c'est une start-up française qui fait ça. Ouais, et c'est top parce que ce sont des bras articulés pilotés par un casque de réalité augmentée. Donc c'est un humain qui va piloter les bras, donc c'est vraiment des extensions. On connaissait ça dans la chirurgie, dans les matériels médicaux qui sont très très évolués, d'où le développement de la 5G aussi qui permet de communiquer de manière quasiment instantanée sans latence sur ce genre d'outils. Là c'est même pas du prototype, c'est du produit disponible à la maison. Alors à la maison, plutôt dans l'entreprise et dans un usage industriel, mais ça coûte les deux robots complets environ 50 000 $. Donc c'est pas des millions d'euros, c'est 50 000 €. Et après, les usages, pour ceux qui en ont, sont quand même assez dingues. Bon, ton préféré, celui du milieu ? Oui, la star du salon. On l'a vu passer sur les réseaux, franchement, pendant 4 jours. C'est ce robot aspirateur muni d'un bras, un peu à la manière d'un... comment ça s'appelle, un scorpion, là, vous voyez, où la problématique qui soulève, c'est les chaussettes qui traînent lorsqu'il doit passer l'aspirateur. Et donc, lui, il est capable d'attraper la chaussette pour ne pas l'avaler et de le mettre dans le panier. Être bloqué là-dedans. Donc, il y a de ces démos qui tournent, mais c'est vraiment une star. Il y a un gros stand pour lui. Tous les médias en ont parlé de ce truc-là. Et le dernier, t'en parlais, Mathieu, ce qui t'avait marqué, c'était les robots aspirateurs de piscine. En fait, c'est des robots domestiques dans tous les domaines. C'est ceux qui nettoient les vitres, le sol. 10 stands avec que des robots comme ça, utilitaires, piscine, vitres, panneaux solaires. Voilà, il y en a partout.
Et des stands Nettoyage énormes. de vitres aussi en extérieur. Il y a des trucs qui sont pas mal. Hein. C'est un robot qui nettoie les vitres à l'extérieur pour éviter de mettre des échafaudages. Donc ça fait le boulot. Il est intelligent en plus. Il détecte la crasse. Donc ouais, et ça, il y a des vraies applications. Bon, Et après il la dit piscine, bonjour. c'était un peu too much quand même. Hein. Il y en avait vraiment partout. Il y a beaucoup de piscines, ouais. Beaucoup de piscines. Moi, il y avait un truc aussi, les gars, que je voulais Et on va partager. arrêter là. J'ai vu autre chose, en fait, au niveau d'un stand. Je ne sais pas si ça vous a marqué. C'est tout ce qui est dédié à la santé, le bien-être et la silver tech. Il y a, je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés à un moment donné, où on va parler Silvertech pour les personnes âgées. Ouais, donc vraiment lié aux personnes âgées. Il y a des formes d'exosquelettes, mais très pratiques pour pouvoir se déplacer. Donc c'était, je crois, une boîte coréenne qui proposait ça, dû au vieillissement de la population. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait surtout la capacité de vérifier si on est en bonne santé, sur quoi on déconne, le cholestérol, le poids, donc vraiment des balances connectées. Il y avait WeThings qui était présent, qui a un très très beau stand. Et puis autre chose qui m'avait marqué, je pense que c'est la première fois qu'on en voit autant, c'est tout ce qui est lié au sommeil. Et vraiment des stands qui se cumulent les uns après les autres sur la qualité du sommeil, l'auto-hypnose, bien dormir, un oreiller qui te permet de... Alors franchement, j'y crois, il y a des trucs vraiment très intéressants, mais on sent vraiment que c'est une problématique qui est très très forte, cette question du sommeil, du cholestérol, voilà, vraiment, vieillissement de la population, forcément, ça aide beaucoup. Ouais, voilà, c'est les slides qu'on n'a malheureusement pas le temps de partager avec vous. Comme on vous l'avait dit, en 1 heure, on ne peut pas tout vous montrer. On a fait quelques petites vidéos qui sont disponibles sur Internet et sur les réseaux sociaux. On va s'arrêter là du coup pour respecter à peu près le timing. Et Oui. du coup, on vous remercie pour votre écoute et on est à votre disposition si vous avez des questions. Je tenais à remercier particulièrement la région des Hauts-de-France pour vraiment son soutien pour emmener des délégations au CES. C'est aussi un des premiers points qu'on a vu pendant notre présence au CES. C'est vraiment la forte représentation des délégations françaises avec Business France et certaines régions. Et puis, vraiment, on était en force au niveau des Hauts-de-France. Ça faisait vraiment plaisir et on était extrêmement fiers de porter le flambeau. Et si on prend globalement, ce qui a bien fonctionné, c'est la capacité de voir au même endroit, au même moment, le monde entier de la tech. Donc ça, c'est vraiment important. Et il ne faut pas imaginer que pour rencontrer des acteurs français, vous ayez à vous déplacer en France. En fait, il y a un endroit où vous pouvez tous les voir en même temps, c'est vraiment là-bas. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'au même endroit, vous avez la planète entière qui se réunit. Et puis, il y a aussi pour eux la capacité d'aller tester et de voir un peu quel est l'intérêt pour porter sur la solution. Et ça se prépare. Et si vous partez de vous-même au CES, qui un jour peut vous arriver, il y a quand même une forme de solitude si vous n'êtes pas préparé et si on ne vous donne pas les fondamentaux de ce qu'on doit dire, comment on présente le projet, comment ça se passe au CES. Il y a quand même une culture qui est très ancrée sur place et on vous prépare en fait. Donc on ne vous lâche pas dans la nature. Donc voilà, si vous candidatez, intégrez bien que c'est une démarche où ça demande beaucoup d'énergie de votre part, déjà premièrement. Je ne parle pas du financement, je laisserai la parole à Karine là-dessus parce que derrière il y a une part de financement mais il y a aussi un reste à charge pour vous qui est moindre que si vous candidatiez seul. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation, puis un retour sur investissement qui dépend aussi de vous en particulier, de votre capacité à aller vers les autres. Et de toute façon, vous en retirerez toujours un bénéfice, c'est de voir comment ça se passe ailleurs. Et peut-être avant de passer la parole à Karine, moi j'étais impressionné du pavillon France, j'étais impressionné aussi par d'autres délégations, notamment les Coréens qui étaient en force. Et là, vous vous dites, il se passe quelque chose ailleurs. On parle beaucoup de la Chine, mais honnêtement, la vague de fonds, elle est plutôt du côté de la Corée qui est en train de truster tout avec des financements importants, des gros corporates qui aident les startups à s'implanter. Donc voilà, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de vous inspirer. Et donc je laisse la parole à Karine pour vous parler un peu de l'édition 2026. Participer au CES, c'est vraiment une grosse couverture médiatique. Et donc, si on veut profiter aussi de ces Innovation Awards, il faut y candidater assez rapidement dès avant l'été, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir en amont. Si on veut participer, c'est vrai que c'est janvier, mais néanmoins, ça se réfléchit bien en amont. Merci.